communauté qui s'était établie sur les bords du lac Massawippi, dans les cantons de l'Est, au Québec. Alors, sur ce, je passe la parole à Patricia Godbout. Merci Stéphane, merci à BAC de me permettre de participer à cet événement autour des archives. Je dois préciser que je ne suis plus directrice du Centre Anne Hébert, c'est Nathalie Bottin qui a repris la direction, mais je suis toujours membre du comité de direction, en fait présidente du comité de direction, ça change de chapeau, mais je suis toujours très engagée autour d'Anne Hébert et des activités qui gravitent autour d'elle à l'Université de Sherbrooke. C'est ça. Je vais vous parler de l'acquisition du fonds D.G. Jones. Alors, c'est certain que du point de vue de la logique des communautés en situation linguistique minoritaire, celle de D.G. Jones, qui est originaire de l'Ontario, qui est arrivée dans les cantons de l'Est au début des années 60, bon, la situation des anglophones, leur accès à différents services et livres et divers produits n'est évidemment pas le même. Donc, c'est pas dans cet esprit-là que je voudrais l'aborder. Je voudrais d'abord le présenter en deux mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas très bien. Puis ensuite, je vais parler de l'acquisition, du processus d'acquisition de son fonds d'archives, de ce que ça a révélé, et ensuite traiter de justement cette question de sociabilité littéraire et comment l'étude de cette sociabilité est nourrie par un fonds d'archives comme celui de Doug Jones. Donc, Doug Jones, que j'ai eu le plaisir de bien connaître, d'avoir comme professeur quand j'ai fait mes études en littérature canadienne comparée à l'Université de Sherbrooke. Il était donc originaire de l'Ontario. Il est décédé en 2016. C'est un poète important, un traducteur littéraire aussi important, notamment de Gaston Miron, de Paul-Marie Lapointe, et on trouve une correspondance avec ces personnes-là dans son fonds d'archives. Il a remporté 2 fois le prix littéraire du gouverneur général. Il a été professeur pendant plus de 30 ans à l'Université de Sherbrooke, où il a enseigné la littérature canadienne comparée. Et comme je disais, il est débarqué sur le bord du lac Massawippi à North-Atlee, dans les cantons de l'Est, près de Sherbrooke, au début des années 60, et il y a vécu jusqu'à sa mort, donc en 2016. Mon collègue Marc-André Fortin et moi, on a été privilégiés de participer à l'acquisition du fonds Jones. Alors, Marc-André Fortin, c'est un nouveau collègue en études anglaises, et puis je voulais lui présenter Doug Jones. Donc, on est allé à North-Atlee, et c'est là que j'ai pris conscience que Doug avait, je l'appelle par son petit nom, avait tous ses papiers encore chez lui, dans sa cabine en arrière de la maison. Ce qui t'a permis, en allant visiter la cabane en question, de voir en même temps son incroyable bibliothèque de poésie. Alors, il y avait à peu près tout, les plaquettes introuvables qui avaient été publiées depuis les années 50 se trouvaient sur ce mur, sur ces étagères. Et donc, j'ai pris mon courage à 2 mains pour demander aussi, avec la permission de Monique Jones, la femme de Doug, qu'est-ce qu'il pensait faire avec ces papiers-là? Il était très malade déjà à ce moment-là. Il savait qu'il n'en avait pas pour longtemps. Et donc, c'est comme ça qu'a démarré le processus d'acquisition du fonds d'archives. Et Marc et moi, on a voulu raconter ce processus d'acquisition dans un article, un chapitre de livre qu'on a publié dans un collectif sous la direction de Linda Mora qui s'appelle Moving Archives, qui, on en est très content, et finaliste au prix Gabriel Roy.
Donc, il y a un petit suspense là. On ne sait pas si on serait très content que Linda l'obtienne. Et donc, notre texte en anglais s'appelle Archival Transformation, the Intervening Space Between. Et notre idée était de rendre compte au fur et à mesure du processus d'acquisition des archives de ce qui se produisait. Donc, on a pris des notes, on a pris des photos, on s'est échangé ça et parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient été écrites là-dessus sur la dimension finalement affective de l'acquisition d'un fonds d'archives, mais qui avait relativement peu de choses qui consistaient à documenter le processus même de transfert de l'archive, de son lieu d'origine vers le service des archives. Et donc, heureusement, pour nous, d'ailleurs, il y a des photos dans le livre qui sont des photos que Marc a prises, qui sont des bonnes photos. Et entre autres, le moment où on est allé avec un camion le déménageur de l'Université de Sherbrooke chercher les livres qui étaient en arrière dans la cabane, c'était au mois d'avril et c'était en vue d'un événement qui devait avoir lieu pour souligner en même temps les 50 ans de création du programme de littérature canadienne comparée, donc en 2014, au Centre Anne-Hébert, en présence de Doug Jones. Et on s'était dit que ce serait bien que les livres arrivent avant l'événement. Mais alors, c'était, comme vous savez, au printemps, quelquefois, comment se rendre dans des lieux un petit peu difficiles d'accès avec un camion, des déménageurs dans la boîte, pour dire. C'était quelque chose. Donc, et le jour même où où le déménagement devait avoir lieu, alors il y avait une inondation à North-Atlee. Ça ne s'invente pas. Hein? Et donc, dans un nuage de brume, finalement, les déménageurs ont eu accès à la cabane et Doug Jones était dans sa maison. On savait qu'il était là, mais il n'assistait pas, si on veut, à la scène. Et sa façon à lui de nous témoigner de l'absence de ses livres dans cette cabane où il n'allait plus, de toute façon, c'était de nous demander si on avait bien, dans les boîtes de livres qui étaient maintenant au Centre Anne-Hébert, est-ce qu'il y avait bien qu'on avait pris un livre de poèmes de Wallace Stevens qu'il cherchait là. Hein? Donc là, le livre de Wallace Stevens en est venu métonymiquement à symboliser la bibliothèque elle-même et l'absence de la bibliothèque dans sa maison. Et ce sont des moments comme ça qu'on a voulu marquer, qu'on a voulu noter pour tenir compte de cette dimension, comme je vous disais, affective, qui est en même temps une dimension éthique, hein, qui est, et d'ailleurs, en préparant puis on la cite, en préparant notre texte là-dessus, on est tombé sur des textes de Catherine Hobbs sur cette dimension de l'éthique dans l'acquisition des fonds d'archives, de la dimension humaine. Et ça inclut des archives de maisons d'édition. C'est pas juste des archives personnelles parce que je suis sûre, Lucie pourrait en témoigner, mais c'est que c'est des papiers dans lesquels les gens se sont tellement investis. C'est leur vie. Hein? Donc, il y a toute cette dimension-là qui est en jeu, qui se révèle dans ces moments-là. Et juste pour donner une idée aussi, une petite anecdote pour parler de comment les choses se poursuivent. Finalement, l'acquisition, des fois, il y a des nouvelles lettres qui arrivent dans le fond
qui sont comme des clins d'œil à des situations antérieures. C'est que quand on avait été commencer à mettre en boîte les documents dans la cabane, avant la bibliothèque, Marc-André et moi, la première fois où on est allé, euh, euh, Doug est monté, donc il était atteint d'emphysème, qui respirait très difficilement. Il est monté jusqu'à la cabane. Il a ouvert un tiroir. Il avait sorti une lettre d'une dame. On ne savait pas qui c'était. Elle s'appelait Annie. Tout ce qu'on savait. Puis, il a posé sur le bureau. Il a dit So this is the kind of thing you'll find in here. Puis là, il nous a laissés. Hein? Et donc, la Annie en question, elle s'appelle en fait Angela, Angela Addison. Et c'est une dame que Doug Jones a connue dans les années 50. C'est une femme qui a fait des études en musique, qui a rencontré Glenn Gould au Conservatoire royal de musique à Toronto dans les années 40. Et après, est allée vivre en Victoria, en Colombie-Britannique, qui a maintenu une correspondance avec Doug Jones sur des décennies. Et donc, on avait les lettres d'Angela. Et donc, il y a quelques semaines, une dame me contacte et me dit que quelqu'un, une tierce personne, lui avait confié les lettres de Doug Jones à Angela et elle voulait en faire don à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai évidemment mis en contact avec l'archiviste à l'université. Et donc, on va bientôt pouvoir lire la correspondance croisée de cette amie, Angela, avec Doug Jones, qui est un des éléments du fonds. C'est un fonds très riche sur le plan de la correspondance. Il y a beaucoup de gens que Doug Jones côtoyait, donc il s'écrivait peu, mais quand même, il y a des lettres de John Glasgow, Frank Scott, des potes qui le voyaient à North Atlee, dont je vais dire deux mots. Mais aussi des lettres de son amie Margaret Atwood qui signe Peggy. Donc, c'est un fonds d'une très, très grande richesse, ne serait-ce que pour la correspondance, pour établir mieux documenter ce réseau de sociabilité autour de Doug Jones, mais pas uniquement. Et donc, dans les dernières minutes qui me restent, je voudrais juste parler de la richesse de ce réseau de sociabilité autour de North Atlee, lieu de villégiature, hein, donc depuis même le début du 20e siècle. Les Américains, beaucoup d'Américains de Baltimore, d'ailleurs, montaient jusqu'à North Atlee et à d'autres endroits aussi, hein, Georgeville et d'autres endroits dans les cantons de l'Est. Mais donc, il y a une filière américaine qui a amené, entre autres, dans les années 60-70 et par la suite, donc à l'époque où Jones était là, des professeurs de l'université Harvard, des gens qui travaillaient dans le ministère de l'Éducation américain avec Lyndon B. Johnson, qui avait un petit chalet à North Atlee. Et donc, avec ces gens-là, tu avais une filière canadienne-anglaise qui débarquait de Montréal. Frank Scott a acheté une maison dans les années 40 avec Blair Fraser, qui est le père de Graham Fraser, commissaire, qui était longtemps commissaire aux langues officielles. Donc, tout ce beau monde se ramassait sur les galeries des uns et des autres pour prendre un Scott et parler de diverses choses. Et à ce groupe, donc davantage anglophone, s'est greffé autour des fins des années 60, pas uniquement, mais mettons principalement à partir de la fin des années 60, une figure très importante du milieu littéraire et artistique québécois. Gérald Godet et Pauline Julien avaient une maison en haut de la côte. Roland Giguère, donc l'artiste, éditeur, écrivain important, était là aussi. C'est là que Sheila Fishman, qui a été l'épouse de Doug Jones, donc la grande traductrice littéraire Sheila Fishman, a fait la connaissance de Roch Carrier, qui venait de publier La guerre Yes Sir, et qui
Donc, ça a été la première traduction littéraire qu'il a lancée dans sa carrière de traductrice littéraire. Donc, je m'arrête là-dessus pour, je pense qu'on peut voir la richesse de ce milieu, le fait qu'il s'agit d'une page d'histoire littéraire du Canada, en fait, qui n'est pas encore écrite, et que l'acquisition d'un fonds comme le fonds Jones, entre autres, évidemment, et même les livres même qui sont dans la bibliothèque de Doug, fournissent très certainement des pistes pour documenter cette période qui me paraît très riche et dont la recherche est à poursuivre. Merci.